Bienvenue. Aujourd'hui, je voulais vous présenter mon ami Florian Perrault qui vient nous parler à la fois de son livre, on aura tout le temps d'en parler tout à l'heure, mais L'Héritage qui est sorti il y a quelques mois et dont tu nous livreras quelques petits secrets. Avec plaisir. Et puis surtout l'occasion de pouvoir discuter un petit peu ensemble, continuer ce qu'on faisait déjà en off avant, avant d'allumer la caméra. Ouais, c'est vrai. Mais pouvoir partager un petit peu ce qui t'a amené à écrire ce livre, et puis un petit peu tes objectifs, ton agenda aussi, parce qu'il me semble que j'ai vu que ta page bougeait pas mal, et ça fait toujours plaisir de voir des nouveaux auteurs comme ça qui bougent, qui se donnent les moyens et qui arrivent à faire des trucs cool. C'est très gentil à toi en tout cas, merci beaucoup de me recevoir et de parler de ma petite vie, parler de tout ça, et puis continuer exactement comme tu disais ce qu'on faisait en off il y a 5 minutes quoi. C'est ça. Du coup, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, voir un petit peu ce qui t'a amené à déjà à écrire, parce que c'est ton premier roman? Oui, c'est ça, c'est mon premier roman. On va commencer par la base de la base. Donc, je m'appelle Florian, j'ai 28 ans, je m'en vais sur ma 29e année. Donc, je suis originellement tatoueur depuis 11 ans. Un métier que j'arrête là à partir de 2024 pour des raisons diverses et variées. La raison qui m'a poussé en fait à écrire un roman, c'est que j'ai passé ma vie en fait à raconter des histoires à travers des images, que ce soit des images en tatouage, que ce soit en illustration, parce que j'étais également illustrateur. J'ai bossé déjà avec des écrivains, etc. Ouais, et j'en avais un petit peu assez en fait de raconter de façon picturale les choses, et j'avais envie de mettre vraiment des mots, parce que je trouve que les mots c'est un peu plus percutant. En règle générale, on s'identifie un peu mieux en fait à des mots qu'à des images, enfin, du moins pour ma part c'est le cas. Et donc je me suis dit pourquoi pas essayer en fait de raconter une histoire tirée d'une image directement dans un livre. En fait la petite histoire c'est ça, c'est qu'en fait avant d'écrire le livre j'ai imaginé la couverture. D'accord. Donc t'es parti de l'illustration. Voilà. Et après, en fait en gros je suis parti de l'illustration, j'ai réalisé l'illustration de couverture qui n'était pas exactement celle-là, mais qui était à 75% ce qui est sur le ce qui est sorti. Et en gros, je me suis dit, voilà, maintenant je vais pouvoir vraiment expliquer qui est ce personnage en première de couverture, qu'est-ce qu'il fait devant cette espèce de porte un petit peu sombre et ténébreuse, pourquoi il y a une ambiance comme ça très nauséabonde, très anxiogène sur cette couverture-là. Et donc en fait, j'ai raconté l'histoire de la couverture, en gros. Je me suis vachement bien pris au jeu, ça a été assez vite, mais voilà, ça on aura l'occasion d'y revenir après, je pense, mais... en règle générale, voilà, et sinon, passionné de musique depuis toujours, forcément, je suis passionné de cinéma, donc je fais beaucoup de clins d'œil au cinéma de genre des années 80 à l'intérieur du roman, et aussi à la musique en règle générale. Je suis bien tombé. Mais tu parlais de la musique, est-ce que tu avais une playlist en particulier pendant que tu écrivais? Ouais, totalement. J'ai rien noté, j'ai pas pris de papier, mais j'ai mes questions en tête et je voulais absolument poser celle-ci. Carrément. Et en fait, là, pour les plus geeks d'entre nous, il y a un jeu qui était sorti il y a quelques années en arrière qui s'appelait Alan Wake, qui était un jeu pour moi qui a bouleversé ma vie quand j'étais ado, parce que c'était exactement ce que je cherchais dans un jeu vidéo. Et il y avait un groupe, alors on va pas appeler ça du néo, mais un espèce de Californian néo un petit peu, qui s'appelait Poets of the Fall, qui ont fait en fait les musiques du jeu. Et en écrivant L'Héritage, j'écoutais exclusivement Poets of the Fall, parce que c'est un petit peu c'est un petit peu à l'image de Bullet for My Valentine, Good Charlotte, c'est un petit peu un petit peu mélancolique, un petit peu lovers comme on dit, mais ça collait parfaitement en fait avec l'ambiance, et je me suis même surpris parfois à certains chapitres que sur Spotify ça démarrait au bon moment, parce que ça démarrait pile poil au moment où est-ce que je voulais que l'action en soit là en fait. Des moments plus théâtrales, des moments plus tristes, des moments plus joyeux, on va dire ça comme ça. Il y a des parties plus sombres aussi. Oui, il y a des parties plus sombres. Il y a des parties aussi, comme je dis, en fait, beaucoup plus théâtrales, avec des orchestres, avec des choses un petit peu plus qui bougent, vraiment style cinéma, en fait. Donc, c'est exactement comme ça que j'ai fonctionné pour écrire, c'est-à-dire qu'en fait, j'imaginais mon bouquin comme étant un scénario de film. J'ai imaginé que c'était un film, et je racontais en fait ce que je voyais dans les images du film, en fait, tout simplement. Ok, donc t'es parti directement sur quelque chose, un peu un thriller noir, sombre, etc. Est-ce que c'est ce que tu lis aussi généralement, ou est-ce que t'es aussi un grand lecteur, ou est-ce que en fait c'est vraiment dissocié pour toi? Assez étonnamment, initialement, en fait, je suis un gros fan de fantasy. D'accord. Donc, le dernier bouquin, par exemple, que j'ai terminé avant de me lancer dans la péripétie de l'héritage, c'était Les Compagnons de l'Orbe, donc qui est un bouquin d'un ami à moi que je salue d'ailleurs, Gilles, qui est en gros un espèce de gros mélange de Donjons de Naheulbeuk, Camelot, Warcraft. Ça va parler un petit peu comme ça aux joueurs de JDR. J'ai également aussi
beaucoup travaillé dans la fantasy, je dessinais beaucoup d'elfes, de trolls, de lutins, voilà, en tout genre. Mais j'avais une grosse part de moi qui adorait l'horreur en primordial, pas le thriller au tout début, mais l'horreur. Gros fan du cinéma, comme je disais, des années 80. Donc Michael Myers, Vendredi 13, Halloween, Les Griffes de la Nuit, tout ça. Donc ça m'a fortement parlé et je me suis dit, bah, en fait, je vais essayer de faire, entre guillemets, un espèce de mélange des deux. Et c'est pour ça que la première appellation, j'ai appelé ça de l'horreur fantasy. Okay. Mais c'est pas réellement de l'horreur fantasy. Celui-là, de façon un petit peu hautaine, il faut être fier de son travail, je vais la qualifier un petit peu de weird. Et weird, en fait, c'était le style pur de Lovecraft. En fait, c'était ce qu'il écrivait, c'était de l'étrange. C'était ni fantastique, ni horrifique. Ouais, parce que c'est dans du contemporain. Oui, totalement, bien sûr. Non, bien c'est un roman qui se passe au 21e siècle, de nos jours, voilà, avec tous les problèmes actuels, sauf un en particulier que j'ai choisi personnellement de ne pas mettre à l'intérieur, pour une bonne raison. Mais, je parle du Covid. Ouais. Mais, sinon, non, ça se passe vraiment de nos jours. Il y a une petite part de fantastique, mais elle reste subtile et encore une fois, tout le monde n'est pas obligé de la trouver en fantastique. Ouais. Moi, j'ai des lecteurs qui m'ont fait un retour, qui m'ont dit, bah écoute, moi j'ai compris ce que tu voulais dire et c'est pas du tout fantastique. Et je dis, ah bah voilà, exactement. Mais moi, c'est ce que j'ai aimé dans le livre, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont suggérées. Oui. Donc en fait, ton lecteur, il a encore beaucoup de place pour pouvoir faire aussi sa version et s'imaginer les scènes. C'est ça. Elles sont décrites suffisamment pour qu'on sache où on va, mais aussi en laissant des portes ouvertes à l'imagination. C'est ça, en fait, c'est assez métaphorique. En fait, mon papa aime toujours dire quelque chose d'assez important, c'est lui d'ailleurs qui m'a mis dans la lecture, c'est que il y a plusieurs degrés de lecture dans un bouquin. Tu vas prendre par exemple Le vieil homme et la mer, tu vas le lire de façon romanesque, c'est l'histoire d'un vieil homme et d'un océan et de la mer, point, je veux dire, voilà, ça ne va pas plus loin. Mais si tu lis à plusieurs degrés de lecture, t'as un sens métaphorique qui commence à se mettre en place, et donc forcément tu vas comprendre pas mal de choses. Et ça dans énormément d'œuvres d'art en règle générale. Je reprends l'exemple de Kaamelott. Il y a des gens qui vont regarder par exemple cette série-là d'un point de vue les sketchs de M6 entre le créneau 20h45, 21h histoire de se détendre. Mais t'as aussi vraiment voilà des grosses leçons de vie à l'intérieur et aussi des choses qui ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Et c'est pour ça que j'ai choisi de laisser libre cours à l'imagination. J'ai des gens qui m'ont dit pourquoi tu ne fais pas une version améliorée avec des illustrations, et je refuse de faire ça pour la simple raison que je veux laisser libre cours à chacun d'imaginer en fonction de son appréciation personnelle l'endroit où est-ce qu'il va être à l'intérieur du livre, ce qu'il va y trouver, les protagonistes, les antagonistes. J'aurais pu, très concrètement, j'ai une illustration que j'ai faite de quelque chose qui est à l'intérieur sans spoiler, de l'antagoniste principal, on va dire. Toi qui l'as lu, tu sais très bien de qui je parle. J'aurais pu la glisser à l'intérieur, mais non. Parce que justement, moi j'ai un gros bagage Lovecraftien derrière moi, donc forcément, ça aurait induit les gens vers HPL, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est que chacun, c'est tout l'intérêt d'un livre, c'est que chacun, avec sa sensibilité personnelle, puisse l'apprécier comme il faut. Ok, donc tu voyais les illustrations un peu comme une barrière. Oui, un petit peu. Je voyais les illustrations un petit peu en fait comme pas une barrière en fait, mais une imposition. Vraiment te dire, ça ressemble à ça. Mais non. Ouais. Non, justement. J'ai mis une illustration en première de couverture parce que c'était indéniable pour moi en étant illustrateur de ne pas en mettre une. Mais au-delà de ça, je voulais vraiment que les gens puissent s'immerger à l'intérieur du bouquin et s'imaginer ce que eux ils ont envie de s'imaginer. J'ai des lecteurs, des bêta-lecteurs, des bêta-lectrices ou même des lecteurs en tout genre qui m'ont envoyé un message qui m'ont dit tel personnage je l'imagine comme un tel. C'est ça qui est cool en fait, c'est que chacun, voilà bien sûr chacun par rapport à ses expériences de vie, par rapport à plein de choses qui vont voir telle période. Alors il y en a certains qui vont s'identifier au protagoniste principal, donc Ethan, il y en a d'autres qui vont s'identifier à Alice, il y en a d'autres qui vont s'identifier à Charles Moncler. Voilà. Chacun va s'identifier en fait, c'est comme quand tu regardes une série ou un film, voilà, tu choisis quand t'es gamin, que t'as 12 ans, que tu regardes une série, tu dis ah bah moi je suis peut-être plus lui, je suis peut-être plus lui. Et bah là en fait c'est l'idée avec ce bouquin-là. C'est que chacun puisse choisir. Plus tu vieillis et plus tu te reconnais dans les antagonistes. Voilà exactement, plus tu dis putain en fait ils avaient pas si tort en fait. Ouais, ils avaient leur raison, bon. C'est ça exactement. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu faire pour montrer un petit peu ce que j'avais dans la tête. Alors c'est assez brut à dire, mais initialement j'ai pas fait un livre pour les lecteurs. Ouais. Il y a des gens qui le prennent mal quand je dis ça, qui me disent bah à ce moment-là fallait pas sortir de livre. Si, c'est en fait initialement je n'avais pas du tout prévu qu'il se vende. Pas du tout. Initialement, en fait, c'était un nouveau challenge. Je m'ennuyais avec mon stylet, avec mes pinceaux. Je me suis dit, bah, je vais essayer d'écrire un bouquin.
Ça se vend, tant mieux, mais si ça se vend pas, c'est cool, j'aurai un bouquin chez moi avec mon nom dessus, voilà, j'aurai un objet terminé fini. Je m'étais même déjà renseigné chez certains imprimeurs pour sortir un seul et unique exemplaire que j'aurais fait tourner comme ça chez les potes, et puis voilà. Et à l'arrivée, en fait, c'est pas ce qui s'est passé, mais il faut savoir qu'en fait, de base, ce livre-là, j'ai fait un livre que je ne trouvais pas dans ma bibliothèque. Je cherchais, en fait, j'avais l'idée d'un livre précis, j'allais au Furet, j'allais à la Fnac, j'allais sur des sites de librairie en ligne, je cherchais avec des mots-clés où je posais la question au conseiller qui était en face de moi, et je ne trouvais pas en fait ce que je cherchais. Donc je me suis dit, à défaut de le trouver, je vais l'écrire moi-même, au moins je l'aurai. Tu as répondu à ton propre besoin. J'ai répondu à mon propre besoin, et en fait j'ai écrit le livre que je voulais lire. Je m'ennuyais, je voulais écrire un livre que je voulais lire, voilà. C'est ça en fait la vraie... Ouais, bien sûr, il n'y a pas de... C'est vrai que dans tout genre d'art, t'as toujours des... Dans le tatouage, j'ai eu le cas pendant des années, hein. T'as des gens qui, quand ils commencent quelque chose, sur leur biographie, sur leur site, né avec un crayon dans la main, né avec un stylet dans la main, né avec un volant dans les mains pour les pilotes de rallye. Pas du tout. Pas du tout. Quand j'avais 14 ans, tu m'aurais dit t'aurais voulu écrire un bouquin. Bon, je sais pas, je pense pas. C'est venu comme ça. Je me souviens de quand j'étais ado. Grand enfant plutôt, en fin de primaire, je m'étais amusé à dessiner une bande dessinée. Je me souviens d'un truc par rapport au marsupilami, machin. T'avais déjà le sens de la narration. Oui, bien sûr. J'aimais bien raconter des histoires. Ça, j'ai toujours bien aimé raconter des histoires. Tu l'as fait avec tes tatouages et après... Ouais, exactement. Et en fait, tout simplement, j'en suis arrivé là. Mais je ne suis pas né avec un crayon dans les mains. En fait, je dis ça, c'est pas pour me vanter. C'est pour juste rappeler quelque chose. Et je suis content que toi, justement, t'aies pris le pli. Tu l'utiliseras si tu veux, mais l'écriture n'est pas élitiste. Il ne faut pas penser que mais je fais des fautes de français donc je peux pas écrire, ou alors j'ai du mal à raconter telle histoire donc je peux pas écrire. N'importe qui a une histoire en tête, qu'elle fasse 10 minutes ou 3 heures, se doit de la poser sur du papier et surtout se doit de la publier. On est en 2024, l'auto-édition dont je fais partie permet à tout le monde de pouvoir créer un livre, permet à tout le monde de pouvoir produire et promouvoir son livre. Il faut surtout pas hésiter. On voit toutes sortes de choses et il faut foncer en fait. Il faut surtout jamais voir l'écriture comme un truc hyper hypé, que personne ne peut atteindre. On a eu ça dans la musique pendant des années, Hunter, dis-moi si je me trompe, mais tu voyais des mecs, des Yngwie Malmsteen, des Steve Vai, des Satriani, jouer des solos mais avec je sais pas combien de notes à la seconde et on se disait c'est inaccessible. Si. Avec du travail, avec de l'audace, voilà, comme tu dis souvent, une fois que tu mets tes balls, c'est parti en fait. Il faut juste oser, puis c'est tout. Mais je voulais t'emmener justement sur ce terrain-là de l'auto-édition. Pour toi, c'était clair dès le début, si tu faisais un livre, ce serait en auto-édition, ou est-ce que c'est parce que, comme tu m'as dit que tu avais quelques contacts dans le milieu, ou c'était vraiment un choix personnel? Alors en fait, le truc qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à écrire mon bouquin, en fait, j'étais en train de lire les livres d'un ami à moi qui s'appelle Daryl Delight, que je salue, parce que je pense qu'il regardera la vidéo, qui est un romancier talentueux du nord de la France, justement, et qui, lui, est auto-édité et a toujours voulu être auto-édité. Pourquoi? Parce que il est un peu comme moi, je pense, et comme beaucoup d'auto-édités, c'est-à-dire qu'en fait, on a du mal à déléguer le travail aux autres. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une maison d'édition, je vais d'abord partir sur l'antithèse de ce que tu me demandes, pour après revenir sur la thèse complète. Une maison d'édition standard, je vais dire une des tiers, moi, Didier Tripou, j'écris un bouquin, je le balance à une maison d'édition, je balance mon manuscrit, déjà en général, ça met entre 3 mois et 6 mois plus ou moins pour avoir une première réponse. Une première réponse, juste pour dire, on a bien reçu, on va le lire. Parce qu'en général, il y a 3 cas de figure, on l'a reçu, on va pas le lire, bonne journée, on l'a bien reçu, on va le lire, on vous dira quoi, et la 3e cas de figure, c'est on n'a jamais de réponse. Voilà. C'est probablement la plus... C'est en général, c'est ce qui se passe le plus. Moi, j'ai choisi l'auto-édition en premier lieu, parce qu'en fait, je ne savais pas qu'on pouvait rentrer dans des maisons d'édition. J'étais un petit peu bête et innocent. On parlait de l'élitisme aussi. C'est je pense que dans l'idée populaire, une maison d'édition, c'est quand t'as déjà établi. C'est tu t'appelles Maxime Chatham, c'est tu t'appelles Bernard Minier, c'est tu t'appelles Marc Lévy, voilà. Donc moi, je me suis dit, je vais sortir un bouquin. J'ai Amazon, qui est critiqué de tous les côtés, mais qui nous permet de vivre, qui me propose un système pour pouvoir créer mon bouquin, qui s'appelle Amazon KDP. Si quelqu'un veut sortir un livre, rendez-vous sur Internet, Amazon KDP, vous allez avoir toutes les indications, les trames, les formats, enfin bref, on y reviendra tout à l'heure. Donc je me suis dit, impeccable. Une fois que mon produit il est terminé, je n'ai plus qu'à le sortir. Il n'y a pas de limite de temps. Une fois que le produit, en fait, il est fait, il est fait.
il peut sortir. Il n'y a pas de relecture intempestive par 10 000 maisons d'édition, par des comités de lecture qui sont en vacances, et par des ceci, cela. Une fois qu'il est OK et qu'on est sûr qu'il est bon, on le balance. Donc finalement, c'est la liberté. C'est la liberté, et c'est surtout qu'en fait, il n'y a personne entre toi et ton œuvre. Parce que dans une maison d'édition, je vais dire une bêtise, j'arrive avec l'héritage dans une maison d'édition, il va me dire, oui, mais la couverture, ça me va pas. Oui, mais tel chapitre, il est trop court. Oui, mais telle phrase, je veux que tu me la changes. Au final, alors, ça reste un roman à 2 mains, il n'y a pas de souci, c'est pas un roman à 4 mains, mais tu as cette bride que moi je peux trouver sur certaines maisons d'édition censure, enfin c'est une censure en fait tout simplement, qui vont te dire voilà ça va pas, ça va pas. Donc, je suis sur des forums d'écrivains et je vois souvent des retours de personnes me dire putain j'ai envoyé mon roman, il a été accepté, ça fait 2 ans et demi, ça fait que des navettes parce qu'ils me l'envoient, je rajoute un chapitre, je leur renvoie, ça va pas, ils me le renvoient, ça me va pas ce qu'ils m'ont proposé. Et au bout d'un moment en fait c'est le serpent qui se mord la queue. L'auto-édition c'est un pari risqué parce que quand on est comme moi, quand on est totalement néophyte dans le milieu, on ne s'y connaît pas et donc du coup, on peut faire beaucoup d'erreurs. Moi, j'ai eu la chance d'être épaulé justement par Daryl, qui s'appelle Damien de son vrai prénom, qui m'a énormément aidé et qui m'a évité, je dirais, 99% de boulettes. On en fait toujours, voilà, quoi qu'il arrive. Même une maison d'édition, hein, faut savoir que on revient souvent sur un point endémique de la littérature, surtout maintenant en France, tout le monde est devenu grand lecteur, que les fautes, les fameuses fautes d'orthographe. Alors tout le monde, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, quand ils achètent un bouquin, ils ouvrent le livre, et en fait, ils ont un surligneur. Au lieu d'être attentifs à la lecture et à l'histoire, ils ont un surligneur. Il faut savoir un truc, c'est que le livre, Le Trône de Fer de George R. Martin est un des livres les plus fautés au monde. Ouais. Il est toujours en cours, hein. Il est toujours en ligne, il est toujours d'actualité, il est toujours audité. C'est l'esprit critique français, c'est comme n'importe quel événement sportif. Ouais, bah, moi, là, il aurait pu marquer. Exactement. Là, et c'est toujours plus facile de dire à quelqu'un, ah, t'as fait ça, vous un petit peu dans le personnage dans les Simpsons là, plutôt que de lui dire, bah, ouais, il y a des fautes, mais c'est pas grave, c'est ton premier bouquin, etc. Voilà, ça arrive. Et ça arrive à énormément de personnes. Ça arrive. Il n'y a pas que les fautes d'orthographe, les erreurs de mise en page. Des erreurs en tout genre, des erreurs de chronologie. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit, quand j'ai sorti le bouquin, ah, j'ai vérifié, attention, hein, le 3 septembre, c'est pas un lundi, c'est un vendredi. Ça change. Ouais. Ça change strictement rien. Et je lui ai répondu mot pour mot, je lui ai dit, c'est génial, j'en ai strictement rien à branler. Malheureusement, c'est assez vulgaire, mais c'est la vérité, ça change rien à la chronologie de l'histoire. Donc, je voudrais juste profiter de ça. Je trouve qu'on est presque à un niveau un peu mesquin, tu sais. Oui. T'as vu là? Oui, exactement. J'ai écrit 300 pages, oui, mais là... Ouais, à cet endroit-là en particulier. Là, non, là. Le truc, c'est qu'en fait, au lieu de saluer la performance, au lieu de saluer l'œuvre qui a été faite, et dans le tatouage et dans le dessin, j'avais la même chose, hein, dans l'illustration avec le général, j'ai toujours connu ça. C'est que t'as toujours une personne, ou 2, ou 10, le problème c'est qu'il y en a de plus en plus, qui sont pas attentifs à l'œuvre en elle-même, qui sont juste là pour chercher la faute. Et justement, en fait, je voudrais juste profiter de cette interview-là, juste pour rappeler un truc. Quand vous lisez un livre, vous lisez une histoire. Vous êtes là, en fait, pour vous imprégner d'une histoire, passer un bon moment, les fautes de raccord, les trucs qu'on voit dans le cinéma, nique. Au bout d'un moment, on est juste là en fait pour kiffer autour d'un bouquin. Je m'appelle pas Stephen King et malheureusement il en fait aussi des fautes. Il fait aussi des fautes d'édition. Son éditeur fait des fautes. Il en fait derrière lui. Il a une autre équipe. Je viens de terminer par exemple Oli de Stephen King très récemment et il en parlait. À la fin il fait une note de l'auteur et il en parle. Il dit vous savez, il dit tout le monde pense que parce que je suis Stephen King je suis infaillible. Mais il dit vous auriez le premier manuscrit de Oli dans les mains. Ça c'était dans une interview qu'il parlait. Vous seriez étonné de la bouse que c'était. Au niveau éditorial, il y avait des fautes, il y avait des erreurs de mise en page, des tirets qui n'étaient pas à leur place, parce que c'est ça aussi au niveau de l'auto-édition, donc là c'est là que je me redirige vers le sujet initial, c'est que l'auto-édition, on fait tout nous-mêmes, c'est-à-dire qu'en fait quand on est dans une maison d'édition, nous on est l'écrivain, on s'occupe de rien. Derrière ça on a un correcteur, un metteur en page, un relecteur, quelqu'un qui fait la couverture, etc., etc. Quand on est auto-édité, et qu'on n'a pas de moyens, en général 99,9% des personnes qui se lancent en bouquin auto-édité, c'est que en fait on essaye de faire le plus possible nous-mêmes. Le mieux. Et donc la mise en page, et tout simplement, je me suis renseigné, encore une fois grâce à Daryl, qui me disait voilà, j'ai des vidéos, une fois je crois que je les sortirai dans un souvenir YouTube, où est-ce qu'en fait il m'avait fait des vidéos, alors ça c'est un tiré quadratin, ça c'est un demi quadratin, ça c'est un retour à la ligne, ça c'est une veuve, ça c'est un orphelin, parce qu'il y a plein de règles à savoir quand on fait une mise en page.
Ça, pour le coup, moi, j'y tiens personnellement parce que c'est ce qui fait justement la richesse de la littérature française, c'est qu'on a vraiment un style de mise en page bien précis. Les chapitres commencent toujours sur une page de droite, il ne faut pas terminer une page par un seul mot, des petites choses comme ça, ce qu'on appelle des veuves, des orphelins, qui font que ça fait justement une uniformité à l'intérieur des livres et qu'on peut se concentrer justement uniquement sur le fond et non sur la forme. Comme ça, en fait, au moins, on va prendre 150 bouquins, les 150, en fait, seront pareils. Ce sera la même façon de faire, c'est juste, en fait, le fond qui change. Et donc, l'auto-édition, c'est là les petits pièges, c'est qu'il y aura toujours forcément, j'ai des amis écrivains, je les citerai pas, qui m'ont dit eux-mêmes, ils m'ont dit, il y a des bouquins, j'en suis à la 4e ou la 5e ou la 7e version. Oui. Parce que je me suis rendu compte que là il manquait un mot, ou que là j'avais un alinéa qui était pas bon, ou là j'avais un tiré qui n'était pas un quadratin mais une puce et numérotation. C'est des bricoles, mais que nous quand on les voit, et c'est ça en fait le gros avantage de l'auto-édition, c'est qu'on peut constamment revenir en fait sur son manuscrit. Parce qu'une fois qu'il est balancé en maison d'édition, c'est terminé. Ouais. Il gère, c'est plus nous qui disons clique, envoyer, publier. En auto-édition, si tous les jours j'ai envie de changer mon manuscrit, tous les jours je le change. À partir du moment où est-ce qu'il fait le même nombre de pages, parce que le numéro ISBN, donc le numéro qu'il y a derrière, est endémique du format et du nombre de pages d'un livre. À partir du moment où tu vas changer le numéro de page, l'ISBN n'est plus bon. À partir du moment où tu restes sur le même numéro de page et tu restes sur le même format, tu peux changer de manuscrit toutes les 2 heures, concrètement, si tu en as envie. Et c'est le gros avantage de la maison d'édition, de l'auto-édition. Maintenant, je vais pas te le cacher, j'ai envoyé mon manuscrit à des maisons d'édition. J'en parlerai en temps voulu quand ce sera probant, mais j'ai envoyé mon manuscrit à une maison d'édition très prestigieuse en France. J'ai toujours fonctionné au culot. Je me suis toujours dit, dans le pire des cas, on me dira non. Ça a toujours été... C'est souvent ce que je réponds à des copains qui font « Mais t'imagines si on fait » Bah ouais, mais... Dans le pire des cas, ça marchera pas. C'est juste, ça sera non. Au pire, t'as pas de réponse, ou on te dit non, et au mieux, voilà. Il y a rien de grave, en fait. T'as une critique constructive. Exactement, et justement, c'est en essayant que tu sauras que tu pourras dire « Non, mais moi j'ai essayé, ça a pas marché. » Là, le truc, c'est que du coup, dès qu'il est sorti, je me suis dit « Bon, je vais tester le truc. » Je vais aller chercher tout ce qu'il faut pour faire un beau manuscrit, parce qu'on n'envoie pas un bouquin tout fait. Il y a certains auteurs qui le font, Et moi, j'ai préféré pas envoyer le bouquin tout fait à une maison d'édition. J'ai été chercher tout ce qu'il faut pour faire un vrai manuscrit digne de ce nom, avec une reliure, une couverture en cuir, etc. Je l'ai envoyé à 2 maisons d'édition prestigieuses. La première m'a tout simplement répondu que, en fait, ce n'était pas leur ligne éditoriale, et ça, c'est quelque chose à faire très attention. Moi, je m'en étais pas rendu compte. Donc, c'est Hachette Roman. Je leur avais envoyé mon bouquin, et ils m'ont dit malheureusement, nous, en fait, on fait que de la jeunesse. Et après lecture de votre livre, on se rend compte que, en fait, il s'adresse à un public au-delà de 12 ans. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, je dis, ok, pas de problème, mais au moins, j'ai une réponse. Et la deuxième, j'ai reçu un numéro de dossier en me disant que j'avais été accepté dans les comités de lecture et que du coup, maintenant, ça partait en lecture, c'est le cas de le dire. Ça partait en lecture et que, ils me tiendraient au courant de la suite des événements. Donc, on croise les doigts. Un jour, tu auras peut-être on verra, exactement. Exactement. Ouais, c'est ça, on verra. Mais je pense que quoi qu'il arrive, je garderai toujours un bouquin en auto-édition. Donc, si c'est pas l'héritage, ce sera peut-être le prochain. Ouais. Il y aura toujours un bouquin sur lequel je veux avoir complètement main prise. Et aussi pour une bonne raison, c'est que je fais partie de la librairie 100 pages. Oui, d'ailleurs, je voulais que tu nous en parles. Qui est une librairie, en fait, spécialisée dans l'auto-édition et la littérature thriller horrifique en règle générale, ou la littérature fantastico-thriller-horrifico, on va dire ça comme ça, qui est tenue par 2 personnes super consciencieuses et intègres dans leur boulot. C'est en Belgique, non? Ouais, Merlin et Camille. Merlin, d'ailleurs, qui est également écrivain. Et qui du coup sont spécialisés dans les romans auto-édités. Et je leur ai promis que quoi qu'il arrive, je resterai dans leur catalogue parce que dès le début de l'héritage, ils m'ont fait confiance. Dès le début, ils ont cru en moi, alors que j'étais personne. On a discuté. Dès le début, ils m'ont dit c'est bon, on te prend dans le catalogue, on a lu ton bouquin. Donc j'en ai déjà parlé avec eux que si jamais un jour lui, il part en maison d'édition, ou alors je refais une petite édition sur le côté allégé ou amélioré histoire de laisser en auto-édition, ou alors je ressors un deuxième bouquin exclusivement en auto-édition que je laisse dans leur catalogue parce que c'est ce que je dis, je veux continuer justement à remercier les gens qui m'ont fait confiance dès le début. C'est pas le but du jeu, c'est d'un jour ou l'autre de pouvoir avoir certaines facilités et de se dire les gens qui m'ont aidé au début te faire enculer. Non, ça marche pas comme ça en fait. En gros, c'est tu m'as fait confiance dès le début, je reste avec toi, quoi qu'il arrive. Voilà, en gros. Ok. Et tu en as déjà donné quelques-uns au fur et à mesure de ce qu'on s'est dit, mais si tu avais un jeune futur écrivain qui te poserait la question, tu as 3 conseils pour bien démarrer son premier roman. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Pas de limite à ton imagination.
il y aura de loufoque que ce qui sera bridé. Concrètement, j'ai déjà lu des livres d'écrivains de renom où est-ce que tu dis what the fuck. Il est parti dans tous les sens et à l'arrivée, ça fait un succès planétaire. On peut en parler, Dreamcatcher, Stephen King, pour parler que de lui, Le Signal, Maxime Chatham, enfin voilà. C'est des livres où est-ce qu'à la fin, tu fais waouh, il est parti dans tous les sens, à l'arrivée, ça fonctionne. Donc surtout, ne jamais se brider l'imagination. Le deuxième, c'est de ne pas hésiter justement à demander des conseils à des écrivains avertis, des gens qui savent comment ça fonctionne, pour des petites choses comme ça, justement, sur l'auto-édition, sur la mise en page, etc. Et le troisième, j'ai envie de dire, c'est un petit peu bateau comme conseil, mais c'est vrai, c'est croire en son projet. En fait, il faut le pousser à bout, quoi qu'il arrive. J'entends très souvent des gens me dire « Ah bah j'avais commencé un roman quand j'avais 25 ans, je l'ai jamais terminé, dans un coin de la pièce. » Non, non. Un roman, ça s'ouvre à la page 1, ça se termine à la page 10. On le commence, on le finit. Quoi qu'il arrive, il faut le terminer quoi qu'il arrive. Il y a plusieurs écrivains qui sont de cet avis-là, il y en a d'autres qui sont pas du tout de cet avis-là, en fonction des façons d'écrire. Par exemple, je prends l'exemple de Bernard Minier. Lui, Bernard Minier, quand il écrit son premier jet, il le jette complètement, et il revient sur une nouvelle histoire, qui est en rapport avec son premier jet, mais pour ne pas se laisser induire en erreur par son premier jet, il le jette. Il en veut plus, en fait. Il écrit une histoire de bout à bout, il déroule complètement la pelote, une fois qu'elle est déroulée, il la jette à la poubelle, il reprend la même couleur pour essayer de refaire quelque chose avec ce qu'il se souvient. Parce qu'en fait, il part du principe que son cerveau va automatiquement en fait faire un espèce de ménage automatique et il va supprimer lui-même en fait les choses qui sont inutiles. Il y a d'autres écrivains, l'inverse extrême, Stephen King, qui lui publie son premier jet. D'accord, lui il fait très peu de modifs. Premier jet, il l'écrit de A à Z, il fait corriger, relire, merci, bonne vie, c'est parti. En fait, il veut que l'idée reste encore fraîche. Exactement. Avant qu'on la polisse trop. Et moi, je fais partie de cette école-là. Et moi, je fais partie de cette école-là. Alors, c'est pas parce que c'est Stephen King qui le dit. C'est juste pour la simple raison que j'ai un ami à moi qui m'a une fois dit un truc il y a quelques années, ça m'a marqué et il a raison. C'est qu'en fait, le terme artiste est un petit peu à l'heure d'aujourd'hui, ouais, hautain, voilà, quand on dit je suis artiste, voilà. Non, artiste, pour moi, c'est juste quelqu'un qui utilise un des médiums de l'art. L'écriture, la photographie, la poésie, le dessin, peu importe. Donc, écrire un livre, c'est de l'art. Il part du principe que les artistes ont une sorte de frénésie artistique. Et il a raison. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où est-ce qu'en fait on va se mettre... J'imagine ça en fait toujours par un tapis de course. Tu montes sur un tapis de course au tout début, tu as les jambes lourdes, tu peines, tu galères, tu marches. Puis à un moment donné où est-ce qu'en fait tu te rends compte que tu appuies sur plus, puis en fait ça y est, t'es parti. Tu as trouvé ta vitesse de croisière et c'est ça la frénésie artistique. C'est à un moment donné où est-ce qu'en fait tu vas monter, tu vas redescendre et après c'est du pilotage automatique. Ça et ça s'enchaîne en fait. Et à un moment donné où est-ce que moi c'est ce qui s'est passé avec l'héritage. Arrivé à la moitié du bouquin, ça se déroulait en fait. En gros c'était un bloc d'argile et moi je suis juste venu graver à l'intérieur. En fait je suis juste venu tapoter et j'ai enlevé les déchets. C'est tout ce qui s'est passé. Parce qu'en fait il s'est écrit tout seul, on va dire entre guillemets. Il y a rien d'ésotérique, c'est métaphorique forcément. Mais il y a un moment donné où est-ce que ah putain oui l'histoire et en fait même mon plan originel n'est pas ce qui est devenu au final le livre. Non, pas du tout. J'avais écrit des trucs, je m'étais dit je vais faire ça, je vais faire ça. Donc, suivi ton instinct. Et il y a un moment donné où est-ce que les personnages ont pris mon plan, ils l'ont mis à la poubelle et ils ont dit maintenant nous on va dire comment on veut que ça se termine. Okay. Et c'est comme ça que le livre a vu le jour et c'est ce qui est en train de se passer sur le deuxième bouquin qui est en cours. C'est que j'avais écrit un plan complet et quand c'est ça, t'es vachement... Est-ce que t'as un plan vraiment super détaillé ou est-ce que c'est vraiment des idées En gros, en fait, c'est un petit peu... c'est plus que par chapitre. On va dire qu'en fait, en gros, j'ai l'idée de base. Voilà, l'idée de base. Il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça, il va se passer ça. Il va faire ça, il va se passer ça, il va revenir là, il va se passer ça. Attention, et en fait, en gros, l'héritage, mon plan, alors maintenant, je fonctionne encore comme ça, mais plus détaillé. C'est-à-dire qu'en fait... l'héritage, en fait, je l'ai écrit comme je compose de la musique. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, j'ai fait intro, couplet 1, couplet 2, refrain, couplet 1, couplet 2, refrain, couplet 1, break, climax, fin. Et en fait, c'est exactement comme ça, en fait, que je fais mon livre. Et le deuxième, c'est exactement comme ça que je suis en train de le faire aussi. Il y a un moment donné où est-ce qu'en fait, il y a des choses, ça fait une balle de ping-pong, ça se renvoie, et ça pète, et après ça redescend, et ça remonte, et c'est l'apothéose. Donc en fait, j'ai un plan, mais je ne suis pas enchaîné à ce plan. Non, en fait, mon plan, en fait, il est sur Scrivener, donc c'est l'application que j'utilise maintenant pour écrire.
En bas à gauche, j'ai mon plan, en fait, dans une petite fenêtre, juste à cliquer dessus, il s'ouvre, je revois où est-ce que j'en suis. Mais si j'ai envie de dévier, là c'est ce qui se passe actuellement dans le livre, je suis arrivé à la moitié du plan. Donc t'es en phase d'écriture là? Ouais, je suis en phase d'écriture. Là actuellement, je suis en train d'écrire le deuxième roman. On pourra en parler après plus en détail, ça y est, parce que maintenant il commence vraiment à être vraiment bien en place. Mais voilà, je suis en train justement de me libérer du plan. Je vais très certainement y revenir après, mais le plan c'est pas une ligne droite, c'est une route sinueuse. En fait, je m'autorise entre les checkpoints de pouvoir tergiverser et partir un petit peu ici et là au gré de mes envies en fait, tout simplement. Voilà. Donc tu m'avais dit que là sur ton deuxième, il aurait rien à voir avec le premier. Non. C'était l'idée de départ en tout cas. Oui, non, c'est toujours le cas. En fait, en gros, le deuxième roman, j'ai pas voulu enchaîner directement avec une suite de l'héritage, parce que j'ai besoin de laisser mûrir la suite. J'ai plusieurs idées, j'ai envie de laisser l'héritage. Laisser vivre aussi. Voilà, fonctionner comme il fonctionne. Si je vous sors directement un tome 2, c'est malhonnête de ma part, j'aurais dû directement sortir en gros un premier. Voilà, bien sûr. Donc, non, l'héritage, le tome 2 concrètement, initialement il devait sortir fin 2024, je pense plutôt le repousser à fin 2025. Pour le laisser vraiment vivre, et surtout laisser le tome 1 le temps de vivre. Parce que concrètement, le but du jeu, c'est qu'il soit lu. Si je sors un tome 2, alors qu'il n'a pas encore été plus lu que ça, c'est un petit peu inutile. Donc, malheureusement, ceux qui attendent le tome 2 avec impatience vont devoir attendre encore un petit peu. Parce que forcément, le fait que je change de travail impacte aussi ça. Je vais avoir un petit peu moins de temps. Enfin, mon temps va être dispatché différemment. Voilà. Et donc, non, là, je suis en train d'écrire un deuxième bouquin qui sera moins fantastique, qui sera plus un thriller pur, on va dire. Ouais, ça va être un thriller pur. Ça va être un thriller pur, mais avec toujours une grosse part d'horreur. Parce que ça restera toujours, quoi qu'il arrive, dans mes livres. Faut partir du principe que je suis un écrivain d'horreur. C'est dans ta palette de peinture. Et c'est à plusieurs niveaux. Et justement, j'ai écouté une interview de Patrick Sénécal dans la semaine, qui est un écrivain de renom canadien d'horreur, qui est un des pionniers, qui est même le pionnier du roman de genre horrifique au Canada, qui disait que justement, et c'est une super phrase, qui disait « L'horreur, c'est aussi la façon de dire les choses ». Et j'ai trouvé cette phrase-là super percutante, et il a raison. L'horreur, c'est pas forcément juste de l'hémoglobine, des carotides tranchées et des fantômes au coin d'une porte. L'horreur, c'est aussi dans la façon de décrire certains événements, et je suis persuadé qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu pourrais rendre totalement horrifique des Fables de La Fontaine. Ouais. Juste en fait, en ajoutant certains détails horrifiques, en modifiant... dans la narration. Oui, bien sûr, dans la narration, dans la ponctuation. C'est là qu'en fait se trouve l'horreur et la psychologie justement propre à ce genre-là. Parce que quand tu regardes un film d'horreur, tu regardes un film d'horreur pour te faire peur. Après t'as le gore, mais ça c'est encore autre chose. Moi c'est pas du tout mon truc. Mais comme je parlais tout à l'heure par exemple de Daryl, qui écrit des bouquins, des thrillers horrifiques, il y a certains de ces bouquins, il y a rien de paranormal. Hein. Et pourtant c'est de l'horreur. Ouais. C'est de la pure horreur qui te fait te chier dans ton froc, mais puissance 10 000 quoi. Ouais. Donc c'est totalement possible. Et justement le deuxième bouquin, voilà, s'il y a une phrase à tenir en compte pour le deuxième bouquin, c'est que l'horreur n'est pas toujours dans les faits. Ouais. Elle peut aussi bien être dans la narration et dans la façon de raconter les choses. Donc ça va surtout être ça sur le deuxième livre. En gros, pour teaser le truc de façon officielle, c'est on va suivre plusieurs personnages, mais le protagoniste principal s'appelle Alexander Hewitt. Ok, donc en fait, en gros, lui c'est un policier canadien. Donc, qui habite dans une ville fictive qui s'appelle Crimson Lake, qui est une petite bourgade en fait nichée dans la région en fait des Grands Lacs et de Saint-Laurent, un petit peu au Québec, aussi au Canada, et il va se passer des choses autour de lui qui vont malheureusement impacter sa vie. En fait, lui-même, il va pas provoquer ce qui va se passer, mais il va être responsable. Voilà, il va subir les agissements de personnes qui sont autour de lui, des proches et des moins proches. Il va juste subir ça, donc en fait ça va être vraiment très ambiance pour ceux qui ont connu la série Twin Peaks, donc avec le fameux agent Cooper là qui allait enquêter sur le meurtre d'une jeune fille au bord d'un lac. En fait ça va être un petit peu cette idée là, mais il y a une grosse ambiance Vendredi 13 dans le décor. Une grosse ambiance Vendredi 13 dans le décor. Il y a toujours cette petite part Lovecraftienne, un petit peu, pas forcément dans une bête ou quoi que ce soit, mais dans la façon de décrire certains événements, dans la façon de décrire les lieux.
pour décrire les lieux, j'aime bien beaucoup, moi, c'est m'inspirer des montagnes hallucinées, justement, de Lovecraft, qui passe quelque chose comme 7 ou 8 chapitres à juste décrire les montagnes. À décrire, voilà, il y avait des pics, il y avait des choses plus carrées. À Tolkien. Voilà, c'est ça, c'est ça. Exactement. Des fois même un peu à outrance. Un peu trop. C'est pour ça que j'ai jamais lu Le Seigneur des Anneaux, d'ailleurs. Mais. On avait parlé, je crois que c'est une des premières discussions qu'on avait eues qu'on avait parlé, on s'était perdu dans les... C'est trop biblique. Et ça, c'est Alexandre Astier qui disait ça. Il a raison, c'est qu'en fait, Tolkien, c'est trop biblique. C'est tu commences le livre, c'est fils de un tel, petit-fils de un tel, qui habitait dans tel endroit verdoyant, niché dans tel royaume, dans telle contrée, dans... C'est des zooms et des dézooms. Ouais, le problème, c'est qu'en fait, avant de commencer réellement, en fait, ton roman, bah, en fait, tu dois déjà, en fait, t'armer d'un carnet et d'un crayon en disant, alors, attends, parce que lui vient de là, lui vient de là, lui vient de là, telle zone, tel truc, alors là, c'est vert, là, c'est rouge. Il y a des gens qui adorent ça, et j'ai un oncle, moi, qui se tapé le cul par terre, comme on dit, du Seigneur des Anneaux. Moi, j'y arrive pas. Je les ai. Ouais. J'ai la collection complète de Seigneur des Anneaux en roman, ainsi que Bilbo, le Silmarillion, les Contes inachevés. J'ai toute l'œuvre de Tolkien. Parce que quand je dessinais, je m'y référais beaucoup. Des fois, j'ouvrais une page à l'arrache, je regardais, je disais, ah bah putain, moi, je peux peut-être me servir de telle description pour faire un tel personnage. Mais je n'ai jamais poussé le vice de lire Le Seigneur des Anneaux ou l'œuvre de Tolkien en règle générale, de A à Z. Ouais. Ce serait mentir de dire que je l'ai fait. Et tu parlais tout à l'heure des Rocheuses, et dans ton premier livre, donc dans l'héritage, tu avais bien situé ça dans divers coins de la région. Ouais. Je me pose la question parce que, vu que tu parles d'endroits vraiment bien précis, ouais. Est-ce que tu as été faire des reconnaissances sur place? Est-ce que par exemple tu envisagerais d'aller dans les Rocheuses, etc. Alors oui, j'envisage justement d'aller... On parle de voyage au Canada, ouais, totalement en off. Ouais, j'envisage concrètement d'aller justement au Canada, justement pour vraiment vivre des expériences là-bas et pouvoir aller voir des lieux vraiment endémiques, parce que le Canada, c'est un petit peu le domaine de prédilection de l'écrivain du thriller. J'ai rien inventé en disant que je vais mettre mon livre là-bas. Alors ça a été fait de façon totalement inconsciente, mais ouais. Par exemple, le nouveau bouquin de Frank Tillier, Northferville, se passe dans la même région. Ouais. Oui, de toute façon, c'est vrai que... Voilà, Outsider de Stephen King, ça passe dans cette région-là. Il y a toujours des... C'est très... Alors, moi, je pense qu'il y a une raison pour les écrivains français, du moins, de toujours sélectionner le Canada comme étant un domaine de prédilection. C'est très simple, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux donner des paysages américains, ouais, mais tout en gardant dans la culture, et tout en gardant surtout des personnages francophones. Ouais, c'est beaucoup plus simple en fait de faire parler un francophone plutôt que de faire parler un américain, mais toi de le traduire en français. Il y a des expressions qui ne sont pas, comme par exemple, je suis en train d'écrire mon bouquin, je fais très attention de ne pas utiliser, bon ça c'est des trucs endémiques. Voilà, je fais très attention aussi, ouais. Par exemple, d'éviter d'utiliser le mot gosse ou le mot baraque. Oui, des choses que, en fait, eux n'utilisent pas le même sens pour le mot gosse, et pour le mot baraque, ils n'utilisent absolument pas du tout. Donc je fais très très attention justement. Donc t'adaptes quand même ton style. Oui, j'adapte même mon style, et donc c'est pour ça que je lis là en ce moment justement quelques passages de romans d'écrivains québécois, comme par exemple Dominique Bellavance, José Marcotte, Simon Rousseau, voilà, donc eux c'est les éditions Ada, c'est les Contes interdits. Donc pour avoir vraiment la façon qu'ils ont de parler en fait, surtout là par exemple je lisais aussi du Graham Masterton, bon voilà, qui est un anglophone, pour voir un petit peu où je me situe dans la façon de parler, parce que l'héritage ça a été assez simple, c'est un roman qui se déroule à l'Auquignol, dans la forêt normale, dans le nord de la France. Je parle comme ça, tu parles comme ça, mes lecteurs en règle générale parlent comme ça. Mais là en fait je m'attaque à un sujet que je ne connais pas, parce que je ne suis pas allé là-bas. J'ai été beaucoup visionner des choses, regarder des vidéos, regarder sur Google Earth, etc. Mais je n'ai pas été me louer un chalet en plein milieu de la forêt des Grands Lacs et lancer une cagnotte. C'est ça. Mais tu vois, le problème c'est ça, c'est que j'ai vu trop de films et j'ai lu trop de bouquins. Ça me fait penser à Sac d'os, justement Stephen King, du gars qui loue son chalet dans la forêt et qui se termine complètement cinglé. Donc voilà, mais ça oui, non, ça vraiment j'aimerais bien un jour jouer le jeu à fond, me prendre des vacances quelque part dans un lieu comme ça vachement reclus et écrire une histoire dans mon chalet, dans les bois, avec ma famille, ma femme et mes enfants, posés quoi, tu vois, je veux dire ça, j'aimerais bien une fois essayer l'exercice, ce serait rigolo. C'est ça. Donc là, tu m'as dit que tu étais pour une bonne moitié déjà. Une bonne grosse moitié, ouais. Sur ton agenda, j'ai vu que tu avais déjà des salons prévus. Oui. Tu m'as dit en octobre, je crois. Alors en octobre, j'ai la chance, donc pour ma première année d'écriture, d'être invité au Frisson Festival. Philippe va me tuer. Au Frisson Festival, donc qui est
pour moi le plus gros événement littérature horrifique et même en règle générale sur le thème de l'horreur en France. Donc il se passe à Reims, c'est le 26 et le 27 octobre 2024, donc c'est à l'hippodrome de Reims. Donc c'est un événement en fait qui accueille beaucoup de personnes de l'horreur en règle générale et surtout de la littérature. Et justement je parlais de Dominique Bellavance et de José Marcotte juste avant. Donc Dominique Bellavance, celui qui a écrit Les Contes Interdits Baba Yaga pour n'en citer qu'un, et José Marcotte, elle de mémoire je crois que c'est elle qui a fait le Lac des Cygnes. Et ils seront là-bas, c'est les parrains de l'édition qui vont nous épauler là-bas et qui vont justement faire parler de l'événement, et qui seront là-bas d'ailleurs justement pour dédicacer vos romans. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages qui m'ont dit j'ai pris des congés pour y aller faire dédicacer mes livres là-bas. Donc là c'est le gros événement de l'année. Pour cette année c'est le dernier que j'ai pour l'instant. Encore une fois par rapport à mon souci d'agenda que je dois recalibrer. Voilà, c'est ça. Là, celui-là, je le prends parce que c'est un dimanche et quoi qu'il arrive, je leur avais promis que je venais. Parce qu'en fait, c'est la librairie 100 pages en fait qui m'invite en fait à venir sur leur, parce que c'est booké des mois et des mois à l'avance. Et moi, quand j'ai sorti l'héritage, le Frisson Festival était déjà plein. Et donc en fait à l'époque j'en ai parlé avec Camille et Merlin et ils m'ont dit non mais tu viens avec nous en fait, tu viens sur le stand. Et j'ai la chance d'avoir rencontré Philippe Suarez, donc l'organisateur, le monsieur Frisson Festival, qui est devenu un bon ami, que je salue aussi parce qu'il va voir passer la vidéo, qui d'ailleurs, je tease le truc, qui ouvre comment on peut appeler ça, son espèce de cabinet de curiosité sur Reims. Donc en fait ça va être un truc en tout genre, tu vas trouver des films que tu trouveras nulle part ailleurs, que tu vas galérer à trouver, lui va les avoir, des objets un petit peu loufoques, des reproductions de masques, des reproductions de vêtements, et des bouquins, et les miens, forcément. Donc l'héritage sera disponible chez lui, donc ça va être un truc qui va ouvrir à Reims. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Facebook, hein, c'est The Dark Haze Shop. The Dark Haze tout court, donc son personnage, un espèce de plague doctor comme ça, donc un personnage avec un max de médecin de la peste. Et il ouvre son truc à Reims, et ça va cartonner parce que c'est typiquement le genre de lieu où est-ce qu'on aimerait tous pouvoir aller passer une après-midi, quoi. C'est ça, et puis quand c'est tenu par un passionné. Oh, bah lui, c'est le vrai de vrai, ils ont même fait un court-métrage ensemble, The Dark Haze, où est-ce que justement c'est une histoire, où est-ce qu'il découvre dans une crypte abandonnée un espèce d'artefact un petit peu qui réveille une saloperie à la vie, etc. Que je vous conseille d'ailleurs d'aller voir sur YouTube, vous tapez The Dark Haze et vous tomberez dessus. Et non, franchement, puis Philippe, c'est quelqu'un qui est super cool, qui est super ouvert. Et je pense qu'en fait, lui-même, il n'a pas conscience, en fait, de l'envergure de l'événement qu'il a organisé, de ce qu'il a créé avec la librairie 100 pages, qui sont partenaires sur la création de l'événement. Je pense pas qu'en fait, il soit conscient, en fait, de ce qu'il a créé. On en parlait, parce que j'ai fait un événement avec lui à Maubeuge, là, il y a un mois. On en parlait, je sais pas, ouais, bah si ça va déglinguer, on sera tous ensemble et tout. C'est organisé aux petits oignons, ça déboîte, mais en fait, il est pas conscient que c'est un des plus gros événements en France à l'heure d'aujourd'hui, en fait. Ouais, surtout comme ça. Dans le style. Dans le style, bien sûr, dans le style de genre, quoi, donc c'est ça qui est assez dingue. C'est cool. Bah écoute, je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu veux dire quelque chose à tes lecteurs ou futurs lecteurs, ou est-ce que tu veux teaser d'autres choses sur ton prochain roman? Utiliser, je pense que je l'ai fait. Ouais. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram. De toute façon, je les mettrai aussi. Il n'y a pas de souci, mais surtout, le site web. Parce que je suis en train tout doucement, en fait, d'essayer, c'est pas un capitaliste, hein, d'essayer de casser le patriarcat des réseaux sociaux. En fait, non, la raison est toute simple. C'est qu'en fait, j'ai lu justement récemment des tips and tricks de l'auteur Dominique Bellavance, qui a mis en évidence un point, c'est que Facebook, du jour au lendemain, il peut y avoir un shutdown, il peut y avoir beaucoup de choses. Tu peux te faire striker ta page pour un commentaire, une connerie, un truc à la con, un truc qui va pas plaire à l'intelligence artificielle de Meta. Parce que maintenant, c'est une intelligence artificielle qui régule les réseaux sociaux. Donc, tu peux te faire striker ta page du jour au lendemain. Un site web, non. Le site web, à partir du moment où est-ce que les serveurs de Hostinger, WordPress, Wix fonctionnent, ton site web il fonctionnera. Donc surtout, n'hésitez pas à aller sur mon site web, donc www.florianperrault.com, on peut pas faire plus simple, et de vous inscrire à la newsletter dans le sens où vous êtes vraiment tenu au courant et ça vous évite en fait de devoir aller sur la page, chercher l'info. Une fois par mois, j'envoie un pavé, je l'envoie qu'une seule fois par mois, j'envoie un pavé, ça répertorie tout ce qui s'est passé, tout ce qui va se passer et tout ce que vous pouvez avoir. C'est simple et efficace. Il y a rien de plus facile. Et le mot de la fin, bah, merci à toi Hunter de m'avoir reçu, franchement c'était vachement cool, hein. On en avait parlé dès le début de faire peut-être ça et ça a vu le jour et ça me fait grandement plaisir. ça me fait fortement plaisir. Tu as abordé un sujet que j'avais prévu de te poser une question dessus. Oui. C'est quoi ton avis sur l'intelligence artificielle? Parce qu'on entend tout et n'importe quoi actuellement. Et en tant que justement créateur à la fois de contenu et toi de différentes palettes, donc t'es tatoueur, bientôt ancien tatoueur. Oui.
écrivain, etc. Est-ce que tu vois ça comme une menace ou est-ce que tu vois ça plutôt comme un outil et c'est plutôt comment ça va être utilisé qui est Je vois ça comme quelque chose qui est inévitable. Au tout début, quand c'est arrivé, j'étais vraiment horripilé en fait par l'intelligence artificielle. Sûrement parce que je faisais beaucoup d'illustrations, je voyais de plus en plus de magazines, de bouquins qui avaient recours à l'intelligence artificielle parce qu'un illustrateur ça coûte cher et qui disait en fait on va sur Midjourney, on va sur ChatGPT, on claque 3-4 mots-clés et puis on a une couverture, on a une image, on a ceci, cela. Moi ce que je reproche c'est ceux qui le font mais qui le taillent. Comme par exemple des magazines en question en long, en large, en travers, c'est pas bien, mais ils l'utilisent. À un moment donné, il faut arrêter de mordre la main. Hypocrite, quoi. Voilà. Moi, j'ai eu recours à l'intelligence artificielle, on va dire, pour l'héritage, sans y avoir recours. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'avais l'image en tête, mais sans avoir écrit le bouquin ni quoi que ce soit, j'avais l'image, en fait, de ce que je voulais. Un mec, un lieu fantomatique, horrifique, des racines qui montent sur une maison, machin, etc. Mais j'avais pas en fait l'idée de le mettre en place. En fait, en gros, moi, quand je faisais une illustration, comment je fonctionnais, je faisais d'abord en fait ce qu'on appelle du photobashing. Donc c'est-à-dire qu'en fait, je faisais un gros montage photo. Je partais de cette montage photo, et après je me faisais une illustration autour. Et là, en fait, frénésie du moment, vraiment l'idée, faut pas qu'elle s'en aille. Je tape un petit peu, donc Microsoft Bing AI, je tape image, homme, comme on ferait une recherche Google en fait à l'arrivée, image, homme devant une porte, machin, etc. Je tombe plus ou moins sur des trucs, mais vraiment intelligence artificielle, donc le corps, l'exorciste désarticulé, les tentacules au final c'est des espèces de poules, enfin des trucs bizarres. Donc je dis mais ouais voilà, je vois plus ou moins le placement, je dis c'est comme ça plus ou moins que je voudrais le faire. Ça donne plus de la perspective. Voilà exactement, en fait en gros c'est plus pour avoir un espèce de brouillon, un modèle, quelque chose. Et c'est que là qu'après j'ai sorti ma tablette graphique et là je suis revenu dessus, je me suis posé et là j'ai vraiment fait l'illustration telle qu'elle est maintenant. Mais j'ai pas honte de le dire. Maintenant, l'intelligence artificielle, elle est inévitable. J'ai regardé ce matin une vidéo, Microsoft sort, ça y est, vraiment leur Copilot Plus, donc leur intelligence artificielle propre qui sera dans tous leurs ordinateurs à compter de maintenant. Il y a du bon, il y a du moins bien, ça va mettre des boulots au recyclage. C'est ce qu'on disait avec les peintres quand la photographie est sortie. Et alors d'aujourd'hui, il y a toujours des peintres. La seule différence, c'est qu'il y a une sensibilité différente. Les gens qui en ont rien à branler, ils feront un truc sur une AI. Le gars qui a vraiment envie d'avoir une image en particulier ou quelque chose de concret, il fera appel à des mains humaines. Parce que quoi qu'il arrive, l'intelligence artificielle, on parlait tout à l'heure de musique, des micros, etc. Pour moi, en fait, les 480T Gibson, c'est l'organique, c'est les mains. Le Fishman, c'est l'intelligence artificielle. Ça sonne, c'est joli, mais il n'y a pas d'erreur. Et c'est ça, en fait, qui est beau dans l'être humain, c'est que l'être humain fait des boulettes, fait des erreurs, c'est pas parfait. C'est ce que j'ai rappelé pendant 11 ans à mes clients quand je tatouais. Des fois, ils me disaient, regarde, t'as vu, tel tatoueur, son trait, je dis, mais t'es au courant que c'est fait main. Je dis, vous êtes les premiers quand vous achetez. Sa vie, un tatoueur. Je dis, et puis quand vous achetez une table faite main par un menuisier, regarde, il y a des imperfections, c'est beau. Je dis, quand vous achetez du fait main, c'est du fait main tout court. On n'est pas une machine, c'est pas un G-code, une imprimante 3D qui va bouger la main. Non, ça marche pas comme ça. Et puis il y a plein de paramètres à prendre en compte et c'est pareil pour tout. Alors maintenant, utiliser full intelligence artificielle, non, je suis contre. À partir du moment, encore une fois, où est-ce que c'est pas dit. Quand c'est dit clairement que le gars sort une œuvre qui dit, moi j'ai rien fait, c'est un prompt, je l'ai balancé, merci au revoir, ça m'a sorti ça. Moi, ce que je reproche, c'est que je tombe de plus en plus sur des pages d'artistes, surtout dans l'illustration. Voilà, j'ai regardé hier soir, j'ai fait tel portrait, c'est de l'intelligence artificielle, tout le monde lui dit c'est magnifique, tu peins trop bien, merci beaucoup. Non. Ouais. Non, moi j'ai rien fait, c'est l'honnêteté derrière. Voilà, c'est l'honnêteté tout simplement. Donc après, dans l'écriture, je ne pense pas que ça remplacera un homme avec un grand H, l'être humain en règle générale, dans le sens où tu le vois quand c'est des textes faits avec de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de redondance, il y a des choses qui sont pas juste, pas clair, il utilise des mots, de l'anglicisme, il traduit des choses alors qu'elles n'ont pas été traduites. L'intelligence artificielle dans l'écriture, j'ai un gros doute. Mais c'est sûr que dans l'illustration, ça commence sérieusement à faire peur. Ouais, parce qu'il y a... Ça commence à être au point, quoi. Et le problème ne vient pas spécialement du gars qui crée l'intelligence artificielle. C'est comme tout. C'est pas l'outil qui est mauvais, c'est la façon dont on s'en sert. Et le problème, c'est ça. Il y a des magazines pour qui je devais travailler dans l'univers celtique. Les gens sont assez intelligents pour faire le rapprochement pour ceux qui font partie de ce milieu-là.
Oui, bah nous on travaille avec des illustrateurs bénévoles parce qu'on n'a pas de moyens, etc. Mais on veut continuer à bosser avec des illustrateurs. Depuis toute leur couverture, c'est de l'intelligence artificielle. Alors qu'ils ont eu la chance de travailler avec des très grands illustrateurs de renom, des Brucero, des Noguero, des très gros illustrateurs français. Et alors d'aujourd'hui, ils passent tous par l'intelligence artificielle et quand tu leur poses la question, ils répondent pas. Ouais. Ils font comme si de rien n'était. Et ça, c'est pas bien. Il faut être honnête, voilà, ça fait partie endémique de... Ça fait partie de notre époque. L'intelligence artificielle, on l'utilise tous, surtout les utilisateurs d'Apple. Le 10 Siri, qui va s'activer, du coup je l'éteins, c'est une intelligence artificielle. Et ça fait pas 2 ans qu'elle existe. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Ça fait des années et des années. Le Cortana, ça fait des années et des années qu'elle existe. Le OK Google, c'est des intelligences artificielles à proprement parler. C'est un programme qui arrive à réagir à une demande et à fournir une réponse. C'est le résumé le plus standard d'une intelligence artificielle. Il te fournit une réponse sur une question posée. Bah, ça le fait depuis des années. C'est juste que c'est un peu la définition de l'informatique. C'est la définition de l'informatique. Allumer un ordinateur, à l'arrivée, c'est l'intelligence artificielle. Il répond à ton besoin. C'est tout. Le processeur est une intelligence artificielle. Il arrive à lancer un programme, à le faire tourner, à adapter ton CPU, à adapter tes ventilateurs par rapport à ton utilisation. C'est l'intelligence artificielle. Ce qui dérange beaucoup, maintenant, c'est ça. C'est le fait que ça va remplacer des boulots. Malheureusement, je sais pas si on sera encore de ce monde pour le savoir, parce que tout le monde pense qu'après-demain, ce sera l'apocalypse, les machines vont remplacer les hommes. Malheureusement pour nous, c'est pas d'ici demain la veille. Il va se passer quand même encore quelques années avant que ça arrive. C'est logique, c'est pas, voilà, il faut pas être complotiste, faut pas alarmer les gens pour rien. On va la voir arriver tout doucement dans nos vies, tout doucement. Elle va se perfectionner. Le dialogue, quand on voit les vidéos qui sont générées par des intelligences artificielles, tu le vois, c'est flagrant, tu le vois que c'est encore mal fait. Moi, je commencerai à m'inquiéter, c'est le jour où est-ce que vraiment je vais regarder un film et qu'à la fin, ce sera marqué génération intelligence artificielle et je vais dire ok, là c'est chaud. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. On l'a vu en tant que guitariste tous les deux. Oui. Les premiers pods, etc. pour la modélisation d'ampli. Au début, il n'y avait pas photo. On savait très bien que maintenant, on peut mettre des bordeaux sur les yeux, 10 guitaristes dans une pièce et on va dire maintenant c'est un vrai ampli de jouer ou c'est une modélisation. Et ben on va tous être capables de faire. Et il y a que les cons qui changent pas d'avis. Par exemple, je suis allé voir Maiden au mois de juillet l'année dernière avec ma femme et moi, je faisais partie de ceux qui disaient, putain, Adrian Smith, machin, il joue sur Marshall et tout, et lui et Murray, ils jouent tous les deux sur Marshall et tout ça, et non. Plus maintenant. Il joue sur un accès fixe. Et puis maintenant, franchement, maintenant, moi c'est pareil, j'étais un réfractaire de base, et puis même la dernière vidéo que j'ai faite pour Nickel Guitar, j'ai fait tout en modélisation, déjà pour la praticité. Et ça va bien, et comme tu le dis, d'un point de vue praticité, encore une fois, on en revient toujours au même, le gars comme nous qui a pas un studio interplanétaire avec des milliers de cents, une interface USB, un plugin audio quel qu'il soit, moi je fonctionnais beaucoup avec STL, un plugin audio, ça fait le taf. T'enregistres, Cubase, tu lances, t'as pas de latence, c'est un petit peu moins organique, mais ça fait le boulot. Finalement, on va revenir à ce qu'on disait en intro, c'est que avant, tous les milieux créatifs étaient un peu élitistes parce qu'en fait, on n'avait pas l'accès. C'est ça. Et en fait, maintenant, Amalgam Studio, là, il y a une petite Focusrite à 70 balles et ça fait le taf. Qui fait le taf au son ici, qui fait le taf avec les guitares, etc. Ça aurait été impensable il y a 15 ans quand on était dans notre petite chambre. Exactement. Et tu mets le doigt sur un truc, c'est que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est beaucoup les anciens en fait qui sont réfractaires à ça, parce que t'avais toujours ce côté quand t'arrivais en soirée, je suis guitariste, je m'enregistre. En studio, je fais une résidence. Je réserve des heures. Ouais, c'est ça. Je paye à l'heure. Alors que non, en fait, maintenant. C'est un charme, ça a toujours un charme. Mais il y a des choses, heureusement que les studios savent faire des trucs que tout le monde sait pas faire avec une Focusrite. Mais il y a beaucoup de studios maintenant qui utilisent également des plugins. Également, je rentre pas dans le détail, mais j'ai travaillé avec un studio pendant le Covid. On a enregistré un single avec des amis pendant le Covid. J'ai envoyé le mapping batterie à un pote. Et il a réampé derrière. Il me dit, t'inquiète, il me dit ta batterie elle est déjà faite. Bah ouais. Il me dit j'ai tout mappé, tout a été fait via EasyDrummer. Il me dit c'est bon. Je te mets au défi d'entendre la différence entre une vraie acoustique et une batterie sampler. Si en enregistrement tu le sentiras pas. En live tu vas le sentir quoi qu'il arrive. Il manque une certaine, on en parlait la fin dernière. Il te manque le percutant en fait à l'intérieur du ventre. Mais en studio, le problème c'est que maintenant il y a 90% des gens qui écoutent que chez eux et qui ne vont plus en concert, tu vas pas le sentir. C'est sûr que si t'écoutes la musique sur ton portable et tout... Tu vas pas sentir la différence, ton téléphone ne capte pas à cette fréquence pour te montrer la différence. Même là où tu vois j'ai des enceintes de monitoring assez cool, sur un truc vraiment bien fait avec un plugin. Tu le sens pas. Ou alors faut vraiment avoir une oreille incroyable. Mais Maiden, c'est dessous, il a été enregistré avec un accès fixe.
Ouais. Tu le sens pas. Ouais. Tu sens le grain de la Stratocaster de Murray, tu sens vraiment les petits cliquetis de la Charvel et de la Jackson de Smith. Mais c'est tout, je veux dire, à partir du moment, et c'est toujours pareil, c'est pas l'outil qui pose problème, c'est la façon dont on s'en sert. Alors ouais, par contre, j'ai déjà entendu des mix, surtout dans le gen, surtout dans le Deathcore, etc. Ouais, les gars, c'est chiadé, quoi. Je veux dire, ça s'arrête pile au clic. Ouais. Je veux dire, la gratte, elle se coupe, il y a pas un seul lacet. Infaisable. Ouais, c'est impossible. Je veux dire, il y a des noise gates, mais qui sont poussés à l'extrême. Là, oui, c'est pas beau. Je veux dire, c'est pas nouveau. Il suffit de retourner sur la petite For Destruction des Guns. Oui. Il y a des refrains qui sont tellement rapides, qui sont en fait, ils respirent pas. Parce qu'en fait, ça a été coupé, mais bien sûr, recollé en studio. C'est impossible qu'il les fasse. Et il a pas le souffle. Humainement, c'est pas possible de pouvoir tenir. Et le problème, c'est que, pas nouveau, quoi. Et je terminerai sur ça. C'est nous qui créons malheureusement notre nécessité à l'intelligence artificielle. Ce que je vais revenir à ce qu'on disait au tout début par rapport aux fautes d'orthographe. On aura fait une boucle. Les gens n'acceptent plus l'erreur. Maintenant, les gens veulent du parfait. Si tu veux du parfait, il y a qu'un seul truc qui peut te le proposer. C'est la machine. Ouais. La machine, elle fait du parfait, c'est du binaire, c'est des 1 et des 0. L'être humain, il a une sensibilité. Il y a des jours avec et des jours sans. Donc forcément, il y a des choses qui seront pas toujours parfaites. On veut du parfait, ne vous plaignez pas si un jour malheureusement il n'y a plus rien qui est organique et naturel. Parce que tout sera créé vis-à-vis des choses qui vous proposeront quelque chose de parfait. Et c'est là que ce sera vraiment très bizarre. Très très bizarre. Bon, on va vous quitter sur des visions post-apo. C'est ça, Nostradamusienne, un petit peu bizarre. C'est ça. Bah écoute, Florent, j'étais super content de te recevoir. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Carrément. N'hésitez pas à poser des questions à Florent si vous en avez d'autres en commentaire, on transmettra. Puis bien sûr, carrément. On reste en contact, vous risquez de voir d'autres choses entre nous de toute façon. Donc, voilà. Bah merci à vous de nous avoir regardés. Allez, salut, à la prochaine. Salut.